Je suis Raphaël Siegomno, écrivain et expert dans le domaine de la finance. Aujourd'hui, nous allons évoquer la notion d'éducation financière et la relation avec les cultures africaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque jour, nous sortons très tôt le matin pour aller au travail, pour aller au marché. L'objectif final, c'est d'avoir l'argent. L'objectif final, c'est de ramener un peu d'argent pour pouvoir nourrir sa famille, pour pouvoir payer son loyer ou encore pour pouvoir développer ses projets. Mais autour de l'argent, il y a eu plusieurs problématiques, il y a eu plusieurs concepts, plusieurs idéologies. En fait, l'argent a fondamentalement une éducation. Ce qu'il faut se dire, c'est que la notion d'éducation financière en Afrique n'est presque jamais abordée. Les débats autour de la finance, de l'économie, sont un peu des débats très vastes. Ce qu'il faut dire fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas d'école qui nous apprend l'éducation financière. Il n'y a pas d'institution formelle et légale qui véhicule les techniques et les mécanismes d'éducation financière. L'éducation financière, elle prend sa source d'abord dans la famille. C'est les parents qui transmettent le bon flot financier. C'est les parents qui transmettent la bonne éducation vis-à-vis de l'argent. Pourquoi je le dis? Parce que c'est d'abord dans nos familles que nous apprenons à manipuler l'argent. C'est la première base de la manipulation pécuniaire, parce que nos parents nous remettent de l'argent, ils nous mettent dans des circonstances de recherche d'argent. Et il faut comprendre quelque chose. Si autour de l'argent, il y a eu trop de mystères, c'est parce que des gens ont travaillé toute leur vie. Ils n'ont pas eu d'argent. Certains ont travaillé, ils ont eu l'argent. Certains n'ont même pas travaillé et ils ont eu l'argent. Il faut aussi prendre ce cas. Mais les Africains travaillent trop. Les Africains travaillent dur. On dit toujours la vie est dure, il faut travailler. Mais nous sommes toujours dans des situations de pauvreté. Alors, il faut se questionner. Il faut se questionner dans notre relation avec l'argent. Dans notre relation avec la manipulation de l'argent et dans notre relation avec le développement de nos acquis pécuniaires. Nos parents ont traversé plusieurs phases ou bien développement de leur vie. Ils sont passés, je dirais, du troc et ils sont arrivés à la manipulation de l'argent. Parce qu'il faut dire quelque chose, c'est que depuis que l'homme a aboli le troc comme un moyen d'échange, il a mis au centre des échanges des humains l'argent. Depuis que l'argent a eu cette importance, tout le monde court derrière l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, l'argent tord le fer. On a tellement dit des choses sur l'argent qu'on ne peut pas ne pas s'arrêter un peu pour pouvoir réfléchir quelle est vraiment notre éducation financière vis-à-vis de ce métal. Les Africains ont leur culture. C'est vrai que déjà dégradée, déjà diluée par les cultures occidentales. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une forte relation entre l'éducation financière, entre l'acquisition des richesses, entre la protection des richesses, entre le développement des richesses et notre ancrage culturel ou traditionnel. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que fondamentalement, l'argent est un état d'esprit. L'argent est une posture sociale. L'argent est une éducation spirituelle.
chaque jour, certaines personnes se battent pour avoir de quoi manger, d'autres se battent pour devenir riches, d'autres se battent juste pour avoir une maison. Il faut comprendre que chacun a sa bataille vis-à-vis de l'argent. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes, mais nous avons tous le même objectif, qui est la recherche de l'argent, autant pour moi. Et nous devons, pour cela, avoir une éducation financière propre aux Africains. Pourquoi je dis propre aux Africains? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que nous voulons construire une richesse, il y a ce que nous ne devons pas ignorer, c'est l'environnement socio-culturel et traditionnel de notre recherche. Pourquoi je le dis? Socialement, les gens se sont mis dans des groupes, qu'ils soient traditionnels, qu'ils soient fraternels, et se sont enrichis. Il y a même eu des peuples qui sont fondamentalement, qui ont une fondation, je dirais quoi, communautaire et financière. Mais ce qu'il faut remarquer dans toutes ces communautés, qui ont un fort ancrage traditionnel, c'est d'abord le fait de toujours faire référence aux ancêtres, aux parents, quand ils sentent leur business attaqué. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Je prends par exemple le cas des gratte-ciels et des nordistes. Économiquement, c'est les deux communautés les plus imposantes au Cameroun. S'il faut prendre le cas du Cameroun. Mais ce qu'il faut surtout remarquer dans ces communautés, c'est que à chaque fois que ces gars, je veux dire les membres, les ressortissants de ces communautés, qui sont pour la plupart dans les centres urbains pour des besoins économiques, chaque fois qu'ils sont face à une difficulté, qu'elle soit professionnelle, entrepreneuriale, familiale ou bien sociale, voire même encore, je dirais, sanitaire sur le plan de la médecine, ils font recours d'abord, ils retournent d'abord sur la terre de leurs anciens, ça veut dire leur village. C'est là-bas qu'ils partent effectuer des rites de protection, des rites de lavage, je dirais quoi, des rites de purification, afin de pouvoir redorer le blason au moins de l'image, d'être conforme spirituellement et de pouvoir attaquer les batailles, je dirais, qui sont liées à leur bien-être en ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons dans un environnement, je dirais, interactif. L'interactivité voudrait qu'on s'échange les énergies, on s'échange les pensées, on s'échange les actions et on s'échange même les pratiques. Alors, si nous vivons dans cette interconnectivité, il faut comprendre que nous sommes souvent, notre esprit, notre corps, voire même notre âme est souvent épuisé face aux attaques, les différentes attaques qui peuvent venir de notre entourage, ou bien qui peuvent même venir de notre recherche ardue de l'argent. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que à chaque fois que nous menons des projets, à chaque fois que nous sortons pour aller dans notre business, nous sommes dégradés au fur et à mesure parce qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme qui porte, qui est le corpus, je dirais, qui sont les éléments de notre corps. Mais tous ces éléments doivent avoir un certain objectif. L'objectif ici, c'est quoi? Il serait peut-être important pour nous déjà d'avoir cet ancrage traditionnel. Cet ancrage traditionnel que je vous dis, à chaque fois qu'on a cherché à dominer un peuple, on a d'abord commencé à dominer sa culture. Trop de concepts autour de la domination culturelle. Le premier outil de domination culturelle, c'est qu'il faut dire, c'est d'abord la langue. La langue est un outil de domination culturelle. Et alors, si à partir déjà de la langue, on a vu, je vais dire quoi, les étrangers occidentaux nous ramener des concepts comme la francophonie, le Commonwealth et même encore les Chinois avec Confucius, c'est juste pour imposer leur culture aux autres peuples. Et à travers ça, ils pourront mieux vous dominer. Depuis l'abolition je dirais, de la traite négrière
qui pour moi est le plus grand business du siècle passé, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme occidental a toujours compris qu'il faut dominer les autres peuples. C'est passé par les armes, c'est passé par la force, c'est passé par l'esclavage. Maintenant, ça passe par l'esprit, le spiritualisme, la culture. C'est là qu'on va dominer. Pourquoi on va à ce niveau? Parce que ça a trait à l'esprit, ça a trait à l'âme, ça a trait au comportement et ça a trait aussi à l'émotion. En fait, dans notre composition sociale, ce qu'il faut dire, c'est que la culture africaine est tridimensionnelle. Quand je parle de tridimensionnel ici, je parle des morts, des vivants et des non-nés. En fait, c'est là, c'est ici qu'est fixé le cadre d'épanouissement de l'Africain. Parce qu'il faut dire qu'il y a une forte relation entre les morts, entre les vivants et entre les non-nés. Pourquoi il y a une forte relation? Parce que culturellement ou bien traditionnellement, nous faisons toujours référence à nos ancêtres. Et si nous faisons référence à nos ancêtres, dans la plupart des cas, c'est parce que nous ressentons des difficultés sociales, professionnelles, voire encore même familiales. En fait, ces difficultés sont liées soit à notre rage dans la recherche des richesses, soit à notre passivité, peut-être dans la relation personnelle. Alors, il faut toujours avoir des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir de l'énergie. Moi, je vous prends un cas. Ça veut dire, un jour, je suis en ville, on connaît tous nos états d'esprit, je me sens mal, je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, j'essaye de batailler, mais tu sens qu'il y a des blocus, il y a des factures qui ne pèsent pas, il y a des offres, il y a je veux dire quoi, des offres de services ou bien des prestations que normalement tu aurais mérité, mais on a envoyé une autre personne. En fait, tu te poses des questions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tout et tout. Dans la société même, des relations fraternelles, amicales, ça ne donne pas. En fait, tu sens que c'est comme ton visage est moche. Donc, c'est comme si tu énerves les gens. Et alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'ai profité lors d'un regroupement familial. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des peuples qui ont encore la culture de regroupement familial. Ça veut dire on cherche un mois de l'année, on fixe un jour et tous les enfants de la famille se retrouvent au village pour pouvoir peut-être discuter des affaires de la famille. Alors, c'est ce genre d'événement que je me suis appuyé. Et quand j'arrive, je finis l'événement. Après, je vois ma mère, je dis à ma mère que je demande qu'il faut même que je fasse même certains rides là, il faut que je sais un peu de me laver. Moi, je ne comprends pas. Alors, elle met tous les éléments et les outils il fallait pour cette phase rituelle de lavage. Et je fais tout ce qu'il y a à faire, je rencontre le chef de famille, parce que chez nous, il y a le chef de famille, délégation de l'autorité ancestrale. Ça veut dire que c'est lui qu'on part quand les choses ne vont pas, il est un peu l'intermédiaire entre nous qui vivons encore et nos ancêtres qui sont les morts. Alors, il fait des rites et tout, il me remet c'est un produit qui vont accompagner déjà la causerie que j'ai eue avec mes ancêtres. Alors, je rentre à Yaoundé, je dis merci, je rentre à Yaoundé, et arrivé à Yaoundé, donc, j'applique en fait la formule traditionnelle bien culturelle qui m'a remis. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai senti quand même quelque chose de nouveau, j'ai senti une nouvelle énergie, j'ai senti une nouvelle force se dégager en moi, j'ai senti une envie qui me poussait déjà vers vraiment des vraies batailles. Tout ça, vous devez comprendre que nos batailles au quotidien sont fondamentalement liées à l'argent. L'argent, c'est la seule chose qui nous fait nous lever de notre lit sans réveil, sans avoir la moindre courbature ou bien le moindre regret. C'est l'argent. Alors, si notre vie est fondamentale, parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes des vivants et notre existence sur Terre est fondamentalement liée à l'argent.
il faut résoudre les problèmes. Si ce ne sont même pas tes propres problèmes, c'est les problèmes de ton entourage, c'est les problèmes de tes enfants. Donc, tu es fondamentalement lié à ce métal. Ce métal peut-être, on peut souvent représenter l'argent sous forme de métal, mais c'est parce que c'est d'abord un minerai. Ça veut dire que les premières pièces qui représentaient déjà l'échange entre les hommes en termes monétaires étaient battues sur, je dirais, sur les pièces d'argent. C'est pour ça qu'on a un peu plus ce caractère. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'argent épouse plusieurs, je dirais, plusieurs caractéristiques ou bien plusieurs formes. On pourra avoir l'argent sous forme de billets de banque ou bien de pièces, oui, mais c'est souvent la forme la moins représentative de notre richesse. Parce que c'est qu'il faut aussi dire les immeubles, les actions, les entreprises, les brevets d'invention, les livres, tous ces éléments déterminent notre richesse, en fait, qui peut être, je dirais mesuré ou bien quantifiable en argent. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir l'argent. Alors, à chaque fois que nous avons des concepts que je dirais spirituels, traditionnels, culturels, que nous aurons épousés, que nous aurons pratiqués, que nous aurons compris, rassurez-vous, on se rapproche de plus en plus de l'argent. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que quand vous voyez notre société perd un peu de ses valeurs et continue à les perdre parce que il faut aussi dire qu'il y a une bataille, ça il faut le dire, il y a une bataille de domination culturelle, de domination spirituelle et de domination traditionnelle. Nos rites, nos coutumes, nos us, c'est à partir de là qu'on peut construire notre richesse. Je prends par exemple ces derniers temps-ci, il y a une forte communauté du Made in Cameroun. Il faut défendre le Made in Cameroun, c'est la bataille d'aujourd'hui. Mais en fait, même c'est quoi le Made in Cameroun de façon fondamentale, s'il faut parler du Made in Cameroun? Est-ce que le Made in Cameroun, c'est juste créer un produit fabriqué au Cameroun? Ou bien le Made in Cameroun, c'est juste fait, je dirais quoi, avoir une typologie ou bien une façon de faire camerounaise? En fait, le Made in Cameroun, c'est qu'il faut dire, c'est comme on le dit souvent, le Cameroun, c'est notre quartier et l'Afrique, c'est notre pays. Le Made in Cameroun, c'est en fait le Made in Africa, en fait, c'est ce qu'il faut dire. Mais le Made in Africa puise ses cultures, puise ses fondamentaux dans la tradition. Le Camerounais est fondamentalement lié, l'Africain est fondamentalement lié à la tradition. C'est la tradition qui détermine notre, je dirais quoi, notre épanouissement, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle et qu'elle soit financière de demain. Donc, il faut avoir un fort ancrage traditionnel et culturel. Ça nous reconforte déjà dans nos positions, dans nos décisions, parce qu'il faut dire nous sommes toujours de décision, mais surtout dans notre relation avec l'argent, dans notre relation avec les gens, dans notre relation même avec, je dirais quoi, avec Dieu. Ce qu'il faut dire, c'est que en Afrique, on lit trop Dieu avec le matériel. Mais Dieu n'est pas matériel. Dieu n'a pas d'argent. Dieu ne donne pas, je dirais quoi, l'argent aux gens ou bien la richesse. Non, parce qu'il n'en a pas. Sa richesse est dans je dirais quoi, dans la culture des valeurs de probité, des valeurs de bien-être, des valeurs d'amour, des valeurs de prospérité et des valeurs de protection. Donc, on est dans cette relation avec Dieu. Arrêtez de demander à Dieu l'argent, arrêtez de demander à Dieu le bon mariage ou bien le voyage. Il ne connaît pas je dirais quoi, l'ambassadeur qui vous donne le visa. Mais il est plus dans la construction d'un certain état d'esprit, d'une certaine culture et d'une certaine spiritualité
qui vous êtes fort. Mais c'est les premiers éléments du renforcement de cette spiritualité est d'abord vis-à-vis de nos ancêtres, de nos parents. C'est nos parents qui ont le meilleur mécanisme, qui ont les meilleurs moyens, qui sont la meilleure plateforme de communication avec Dieu. Parce que ce qu'il faut dire, quand les Européens, après l'abolition de la traite négrière, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris une chose. Si on ne peut plus dominer physiquement ces gens, il faut au moins les dominer de façon spirituelle, de façon, je dirais, oui, de façon spirituelle. Et la spiritualité, donc, quelles sont les armes de domination spirituelle? Alors là, on parle de la religion. La religion, c'est par là que la colonisation est entrée en Afrique. C'est pas la religion. Les missionnaires catholiques, protestants et consorts, ils sont venus avec la Bible pour nous faire comprendre qu'en fait, il y a un Dieu qui est blanc, qui les appartient, dont ils connaissent, ils ont la connaissance parfaite. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas de ce Dieu-là que nous devons nous fier. Parce qu'il faut dire quelque chose. S'il faut voir les cercles religieux aujourd'hui, je vous prends un cas qui est simple, l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une entreprise religieuse. Une entreprise religieuse dans quel sens? Dans le sens où ils opèrent dans tous les secteurs de la vie. Dans l'éducation, dans le social, dans le sanitaire, dans la banque, dans l'agriculture. Ils sont des investisseurs dans tous les secteurs. Ils n'investissent pas pour perdre. Ils investissent à capitaux rentables. Un cas qui est simple. Quand vous allez, je prends le cas toujours du Cameroun, quand vous allez par exemple au niveau du collège Vogt, quand vous quittez le collège Vogt, jusqu'à la messe des officiers, c'est du foncier qui appartient aux catholiques. C'est sur des hectares et des hectares. S'il faut valoriser ça aujourd'hui en termes pécuniaires, ben c'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors, vous pensez que les retombées de toutes ces activités ou bien de tous ces investissements, ils le remettent à Dieu? Non, je ne pense pas. C'est là pour enrichir et continuer à enrichir le Vatican. Elle qui est un pays, je dirais c'est un pays parce qu'il faut comprendre quelque chose, le Vatican est un pays. Ça veut dire ils défendent leurs intérêts dans les autres pays. Et moi, et de façon visuelle, on peut dire que c'est le pays le plus grand du monde, mais qui a des terres hors de son état, ou bien hors de son espace. Parce que la plupart des terres de l'Église catholique sont dans les autres pays où elles ont eu par des donations. Donc, et la donation est dans le capital d'une entreprise a une valeur, même si on dit que c'est juste un don. Donc, il faut comprendre que, je reviens sur le cas de Vogt jusqu'à la messe aux officiers, pour dire quoi? Là, il y a un fort investissement. Il y a un investissement à caractère social, qui peut être l'école, qui peut être les hôpitaux, mais est-ce combien d'enfants, des autochtones de Vogt, ou bien de cette partie-là, qui ont remis, dont les parents ont remis des terres, du foncier à l'église catholique, combien d'enfants fréquentent à Vogt? S'il fallait parler du caractère social, du caractère philanthropique de l'église. Combien d'enfants? Est-ce que tu penses que parce que tu es autochtone, tu vas montrer peut-être ta carte d'identité en termes de dire que bon, ça c'est mon village, je m'appelle peut-être Belinga ou bien tel, on va te donner, on va te permettre de fréquenter à Vogt? Non! Ils ont besoin des frais de pension. C'est ça qui fait tourner leur business. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église catholique, c'est d'abord des gens qui font du business. Ils font du business peut-être assis sur la spiritualité, mais c'est d'abord du business. Et oui, et sur le plus grand business. Sur le plus grand business, pourquoi? Parce que les églises de réveil sont venues un peu, je dis quoi, déconstruire cette image, je dis quoi, de la spiritualité catholique qui se voulait enfermer, qui se voulait pour des initiés, qui se disaient, ok, d'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, on joue sur deux types de marchés. On joue sur un marché de commercialisation à long terme et sur un marché de commercialisation à court terme. L'église catholique, elle fait de la commercialisation à long terme. Ça veut dire, on maintient le fidèle dans cette incapacité à comprendre directement ou bien à bénéficier directement
des grâces ou bien des bénédictions divines. Pourtant, dans les églises de réveil, ils vendent, je dirais quoi, le direct. Ils vous promettent que si aujourd'hui vous donnez l'argent dans la quête, demain Dieu va vous bénir. C'est clair. Ça veut dire ils ont un peu déconstruit cette image du catholicisme qui amenait les gens dans je dirais quoi, la longue attente. La longue attente de la bénédiction, la longue attente de la divination. Non. Alors vous comprenez que tout ça ne sont que des établissements qui ne peuvent pas être le levier ou bien qui ne peuvent pas être, je dirais quoi, l'outil qui garantit notre spiritualité africaine. Notre spiritualité africaine, elle est d'abord liée à nos rites, nos coutumes et nos us. Je vous prends un exemple simple. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrêtent là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis,
Donc, je vais être le dernier. Je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc, si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence. Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.